Je ne suis pas un grand fan de l'épisode 7. Je n'ai pas compris le contexte du film. Pourquoi le Nouvel Ordre dispose d'une base aussi puissante, avec une armée autant fournie? Pourquoi les rebelles s'appellent-ils encore les rebelles? Pourquoi la République se fait anéantir en 3 secondes et que personne n'en ait rien à foutre? C'est comme si les événements de la trilogie originale n'étaient jamais arrivés. Et ça, j'ai pas réussi à passer outre. Et ça me gâche vraiment le plaisir. Donc j'attends de cet épisode 8 de me faire comprendre tout cela, et aussi de réussir à me faire tenir à ces personnages que j'ai malheureusement quasiment déjà oubliés. J'ai confiance en Rian Johnson. C'est un réalisateur vraiment intéressant avec une mise en scène extrêmement discrète, mais tous ses films sont remplis de bonnes idées. Bref, cet épisode 8 saura-t-il prendre le virage parfait pour faire entrer cette trilogie dans la légende au même titre que l'original? Ou va-t-il faire une sortie de route comme l'attaque des clones à l'époque? Ou pire, va-t-il être juste moyen? Un film moyen qui va contribuer à rendre Star Wars quelconque. Une licence surexploitée de plus dans le paysage hollywoodien? La réponse, tout de suite. Eh ben j'ai quand même l'impression que, quoi qu'il arrive, Star Wars restera Star Wars. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette critique à chaud de Star Wars, les derniers Jedi, le dernier film de la saga Star Wars, le 8e volet de cette triple trilogie maintenant, on va pas compter les spin-offs. Bref, Star Wars, The Last Jedi, de quoi ça parle? Alors, pendant que Rey est allé retrouver Luke pour s'entraîner à devenir une Jedi, c'est ce qui ça nous laisse supposer, je vais pas trop en révéler, je vais faire une partie spoiler à la fin pour info, enfin même assez rapidement parce que j'ai besoin de spoiler assez vite le film. Pendant ce temps-là, la Résistance essaye de fuir le Premier Ordre qui est en train de les pourchasser. Voilà, donc il y a plusieurs histoires en parallèle qui vont se croiser, plus ou moins. Alors, je suis obligé de partir sur le point négatif du film qui est qu'il est trop long et qu'il y a un énorme ventre mou au milieu et il y a surtout une storyline qui ne sert à rien du tout. Donc pour moi, je peux pas ressortir de la salle en étant enjoué et positif à mort parce que c'est vraiment problématique, quoi. C'est hyper problématique d'avoir une histoire qui ne sert à rien et je suis désolé. Bon voilà, après c'est du Star Wars, je vais très vite passer dans la partie spoiler, je vais pas réussir à naviguer dans ce film sans pouvoir spoiler. Allez le voir, ça reste un film à grand spectacle, c'est un peu longué, il y a une scène d'ouverture qui est extraordinaire, que j'ai adoré, voilà, ça m'a fait retourner en enfance. Il y a tout un... un discours méta sur ce qu'est la saga Star Wars, sur les différentes manières de l'appréhender. C'est très bien fait, il y a des effets spéciaux magnifiques, des effets physiques magnifiques, des animatroniques très beaux. Si on est fan de Star Wars, je pense qu'il y a des choses à prendre, ça nous dépayse. Si on n'a jamais vu un seul Star Wars, tu vas débarquer au milieu de nulle part, tu vas rien comprendre. De toute façon, ce film s'adresse aux gens qui ont vu Star Wars, qui est la majorité des gens. Donc voilà, c'est une continuité intéressante de cette trilogie. Ça me donne envie évidemment de voir le 9. Ça règle pas tous les problèmes du 7 pour autant, ça en rajoute d'autres. Voilà, je suis un peu mitigé en termes de... Moi, je suis un grand fan de Star Wars, donc je vais passer en mode spoiler. Écoutez, on va parler du film comme si vous l'avez vu aussi, parce que sinon, ça va être hyper compliqué. Voilà, on va discuter du film en soi. Je lui donne ma note maintenant, j'ai pas encore réfléchi à ma note, donc écoutez, je vais y réfléchir pendant cette vidéo, je lui donnerai à la fin, une fois que j'ai parti. Donc à partir de ce moment-là, on va être en mode spoiler, parce que je m'autorise je peux pas parler de ce film sans spoiler, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Voilà, donc écoutez, c'est parti pour le mode spoiler. Donc le film commence par cette scène d'évasion, plus ou moins, d'une planète par les rebelles qui sont toujours des rebelles, poursuivi par le Premier Ordre. Alors, au début j'ai eu un peu peur, putain, ça m'a tellement rappelé le début de l'Empire contre-attaque. Je me suis dit c'est pas possible les gars, mais arrêtez. Enfin, déjà que le 7, on avait un peu ce problème-là où on sentait des récurrences avec le 6. Et là, je me suis dit, avec le 6, avec le 4. Et là, je me suis dit, non, il nous faut la même chose. Ça commence par l'Empire ou le Premier Ordre qui est en train d'acculer des rebelles quelque part, qui essaient de faire une évacuation. Et ils sont là à les poursuivre, à être à deux doigts de les détruire tous. Et bon, bah, c'est pas la même scène du tout. On n'est pas sur une planète, c'est une super bataille spatiale. Donc ça, j'ai adoré. Vraiment, cette première séquence en termes de ce qui s'y passe, j'ai adoré. Ça m'a juste fait peur. Je me suis dit, putain, ils repartent dans les mêmes travers que précédemment à nous refaire un peu la même formule. Bon, le film s'en écarte assez vite malgré le fait qu'il y a un peu ce côté Rey qui va s'entraîner avec un Jedi. Ben, ça raconte pas du tout la même chose non plus, mais il y a des parallèles qui se font pendant les 20 premières minutes du film où j'ai eu un peu peur, et après ça part vraiment dans des choses différentes, et ça fait d'ailleurs plus écho encore une fois au Nouvel Espoir, au 4, que au 5 et au 6, le Retour du Jedi et l'Empire contre-attaque. Donc cette première séquence, franchement, je l'ai adorée en termes de mise en scène, j'ai été happé par l'action.
Le personnage de Poe, enfin, il est vraiment, vraiment badass. Là, on a vraiment un pilote qui nous donne envie, à qui on a envie de s'attacher direct. C'est pour une séquence où voilà, il arrive à détruire toutes les tourelles parce qu'il pilote trop bien. Il y a BB-8 qui donne du sien là. Ça m'a vraiment, mais je suis devenu un gosse, je suis vraiment devenu un gamin là devant cette séquence de vaisseaux spatiaux. Ça m'avait un peu manqué dans le set, hein. Finalement il n'y en avait pas tant que ça, des vraies belles batailles spatiales. Là elle n'est pas non plus faramineuse parce qu'il n'y a pas énormément de vaisseaux dans tous les coins, mais c'est vraiment une belle séquence spatiale avec ces bombardiers qui arrivent, voilà, les TIE Fighters qui les attaquent. Enfin, c'est plus vraiment des TIE Fighters, c'est juste des fighters maintenant. Faut se dire, ça va toujours être des tailles. Avec les bombardiers, il y a un moment que vraiment, là, on a senti la patte de Ryan Johnson, qui est ce moment temps suspendu où tous les personnages sont dans l'attente, un peu dans leur coin de ce qui va se passer. Là, est-ce que les bombes vont exploser? Est-ce qu'elles vont être lâchées? Est-ce que la résistance va réussir à survivre ou pas? Ça, c'est vraiment l'ouverture. Je me suis dit, ah ouais, quand même, là, ça envoie, là, c'est du Star Wars. Voilà. Là, vous pourrez raconter l'histoire que vous voudrez après. Je suis déjà conquis. Vous m'avez eu, juste par cette séquence d'introduction en tant que fan de Star Wars. Je suis dans le film avec vous, direct. Et après, ça s'est un peu gâté. Faut l'avouer, après, ça s'est gâté. Donc, le problème, c'est qu'après, on se retrouve rapidement sur Dagobah 2, là, avec Luke et Rey. Bon, c'est sympa dans le côté tu découvres une planète. Au final, de premier abord, elle est pas faramineusement intéressante. Vous voyez, il y a des petits détails sympas. Il y a Luke qui boit cette espèce de truc sorti d'un nichon d'un animal marin chelou, là, l'espèce de lait vert. Il y a les petites nonnes sur l'île. Enfin, il y a des trucs un peu étranges. Mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, je relève tout de suite une première incohérence qui me paraît étrange, mais peut-être que c'est moi qui ai mal compris. C'est l'île où il y a le temple des Jedi ou pas du tout? Parce que si c'est l'île où il y a le temple des Jedi, Kylo Ren, il sait très bien où c'est. Et perso, j'ai trouvé ça étrange qu'ils le sachent pas vraiment. Enfin, bon, ça doit pas être l'île où il y a le temple, mais vu qu'il parle du fait qu'il y a le temple, en fait, c'est là où il y a l'arbre des Jedi peut-être, avec les livres. Bon, ouais, normalement c'est ça, mais je suis pas trop sûr d'avoir bien compris. Si c'est ça, je comprends pas pourquoi Kylo Ren ne sait pas que Luke est sur cette putain de planète, quoi. Ça me paraît étrange. Bref, donc voilà, il va se passer, ça va être un peu long, et là on rentre un peu direct dans le ventre mou du film. En parallèle, il y a cette séquence que j'ai beaucoup aimée avec Leila qui utilise la force pour se sauver de l'espace là. Franchement, ça c'est vraiment une belle séquence. Voilà, il y a un peu de poésie. C'est la première fois qu'on voit ce personnage utiliser la force de cette manière-là. C'est effets spéciaux, ça fonctionne. C'est pas non plus. Il y a des moments, c'est un poil dérangeant, mais franchement, la séquence est vraiment belle. Voilà, c'est vraiment une belle séquence, encore une fois. On est dans un début de film qui m'a plu. L'arrivée sur cette planète, j'aime pas, moi, les moments où les gens sont face à face et tu sens qu'il y a une information qui doit être lâchée, qu'elle va mettre du temps à être lâchée. Tu vois, ils font plusieurs séquences pour te la faire lâcher, ou même le côté... apprends-moi à devenir un Jedi. Non. Apprends-moi à devenir un Jedi. Non. Apprends-moi à devenir un Jedi. Bon, ok, pourquoi pas. Tu sais où ça va venir, c'est juste que ça met le temps d'arriver. Là, c'est une espèce de relation maître-élève. C'est pas ce qui me passionne le plus. Donc ça a mis le temps, mais après voilà, j'avais vraiment envie de savoir qui était Rey au final, j'avais envie de savoir ce qui était arrivé à Kylo Ren, même si c'est plutôt simple, on va pas se le mentir, ce qui est arrivé. Alors, ce qui est pas mal foutu, c'est que c'est dilué en 3 fois. La première fois qu'on te présente le truc, c'est de pareil con comme bonjour, c'est en mode, voilà, Kylo Ren, j'ai voulu... On sait pas encore que Luke a voulu le tuer. Après, on apprend par Kylo Ren avec son histoire de télécommunication bizarre. J'ai l'impression qu'ils se parlaient pas par Skype, Kylo Ren et Rey d'ailleurs. Ça m'a fait marrer à un moment. Je me suis dit, mais bien, il a écrit un film pour ados qui restent chez eux. Alors, leur dit, oh le cliché, pardon, sur les ados. Mais il a écrit ce film en mode, ils communiquent par Skype. Ils sont jamais en face, mais ils arrivent à se parler. Voilà, donc il y a Kylo qui lui révèle que Luke a voulu le buter parce qu'il avait peur de lui. Et après, t'as le 3e flashback où tu vois qu'en fait, Luke, il y a pensé une seconde et il regrette cette seconde parce que c'est celle qui a généré Kylo Ren. Voilà, donc j'ai bien aimé cette notion de vérité qui finit par... que tu creuses au fur et à mesure et que tu finis par trouver. Ça, c'est un concept qui m'a pas mal plu. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Luke, qui est au final le personnage le plus drôle du film, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et il l'assume, mais à 200%. Il est vraiment là pour être drôle, quoi. Enfin... Le Luke, tu sens qu'il est revenu, Mark Hamill, tu sens qu'il est revenu dans ce film et j'ai l'impression qu'il a imposé un style vraiment particulier, un peu un cahier des charges à lui, parce que il y a un côté méta quoi dans son personnage. Il y a un côté second degré, en décalage total, un côté. Moi, j'ai beaucoup aimé voilà, son décalage par rapport à cette saga Star Wars. Et même, je vais partir rapidement dans mon délire méta, mais il faut que je l'explique, comme ça ce sera fait. Mais c'est vraiment un personnage qui est là pour dire à tout le monde, genre, faut quand même se calmer avec Star Wars, les gars, quoi. Parce que tu sens que Mark Hamill, sa carrière, c'est devenu n'importe quoi avec Star Wars, et à la fois, c'est jamais allé plus loin que Star Wars.
Et dans ce film, on sent le mec qui a envie un peu de transmettre cet esprit-là. L'esprit... en fait, vous en avez fait un peu trop une montagne, les gars, de cette trilogie Star Wars originale, quoi. Donc va falloir accepter qu'on vous serve autre chose, que les choses n'étaient pas si belles que ça, que vous avez beaucoup trop idéalisé tout ça, et ça il le fait par le biais de la saga en parlant des Jedi, en parlant de la Force, en parlant de son personnage dans la saga originale, où il dit mais vous m'avez érigé en héros, vous m'avez érigé en légende, vous êtes allé trop loin, quoi. Il y a eu ce culte généré sur moi, ça me fait flipper, et j'ai l'impression que Mark Hamill à travers le personnage de Luke raconte ça, quoi. Et ça j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs voilà, il y a par exemple cette phrase quand R2D2 balance le message de Leila de l'épisode 4 avec tu es mon seul espoir, Obi-Wan Kenobi, et qu'il le regarde en disant haha cheap move, tu vois, genre vraiment coup bas, quoi. Et oui, mais c'est vrai, quand t'es en tant que spectateur. Et là, il y a aussi ce rapport un peu au fanservice, avec le côté genre putain, mais oui, c'est vraiment coup bas, quoi, pour les fans de nous balancer ça. T'es obligé de nous prendre dans le sens du poil, quoi. Et c'est facile, quoi. C'est facile, mais que Luke le relève, c'est vraiment. Il est pertinent, ce personnage, quoi. La manière dont il appréhende le film, dont il appréhende la Force, dont il appréhende la mythologie Star Wars, il est hyper pertinent. Et il raconte beaucoup sur ce qui se passe en ce moment à Hollywood et la manière dont les vieilles sagas sont ramenées au devant de la scène. Donc franchement, ce personnage de Luke, pour moi, c'est clairement le meilleur personnage du film, avec le duo Kylo et Rey, qui sont hyper intéressants. C'est passionnant, cette relation. J'ai grave envie de savoir comment ça va évoluer. Elle est très étrange, et c'est assez rare d'avoir cette relation. On a l'impression qu'ils vont se pécho, alors que t'en as un qui a buté son père dans l'épisode d'avant. Elle est totalement paumée. Ces deux ados perdus, t'en as une, elle a fait une crise existentielle, elle sait pas d'où elle vient, ça l'énerve, ou elle se ment à elle-même, et l'autre, il savait d'où il venait, mais il est en crise d'adolescence, en rébellion primaire, et cette relation est... Il se trouve, ils ont envie d'être ensemble, mais à la fois, ils sont dans deux camps différents, un peu à la Roméo et Juliette et tout. C'est hyper intéressant. C'est clairement, ça devrait être le cœur du film, ça devrait être ce que le film doit raconter. Et malheureusement, le film raconte aussi un peu autre chose, un peu trop longtemps, et c'est là où je vais en venir plus tard dans le gros point négatif, quoi. Après, voilà, il y a des choses qui font toujours plaisir à voir. Moi, j'ai bien aimé voir Chewbacca. Sans Han Solo, ça fait bizarre, mais le personnage arrive quand même à vivre très très légèrement. Il y a un délire vegan, à un moment, il y a une grosse scène vegan, vegan ou végétarienne, avec les nouveaux petits pingouins, là, je sais pas, alors j'ai oublié leur nom, où il arrête d'en bouffer parce qu'il les voit et il prend conscience que ce sont des êtres vivants et qu'il ne faut pas manger de la nourriture vivante parce que c'est mal, enfin en tout cas parce que tu dois culpabiliser pour les êtres que tu bouffes. Donc ça m'a fait marrer parce que Chewbacca, il y a quand même un épisode où il bouffait je sais plus quoi de dégueulasse, il en avait rien à battre, quoi. donc voilà, ça a plutôt fait marrer. Il y a Snoke, alors faut parler un peu de Snoke. Je trouve que Snoke, je suis vraiment déçu. Alors, dans le design, il m'a rassuré, on l'a enfin vu en vrai, il y a un truc qui fonctionne, marqué de cicatrice, la sale gueule, c'est pas du CGI pourri, c'est du maquillage, c'est un mix de tout. Le personnage, en tant qu'incarnation à l'écran, il fonctionne. Mais par contre, je trouve que le personnage est trop facile. Alors, c'est un personnage où on nous présente rien de son passé. Il a débarqué comme ça quelque part à un moment dans l'univers Star Wars. On nous a jamais expliqué quand et on ne veut pas nous l'expliquer. Donc ça crée une espèce d'ambiance en mode un peu à la Joker de Heath Ledger, sauf que ça joue pas du tout sur cette corde-là. Mais ça se cache derrière cet effet-là, le côté on vous en dit pas trop. Et comme ça, vous vous posez pas de questions. Ouais, mais ça marche moyen parce que quand tu me dis que Snoke avait déjà contaminé l'esprit de Ben Kenobi, de Ben Solo, quand il était en camp de Jedi, t'as envie de dire, mais ouais, on sait pas qui c'est ce mec. D'où il sort. Et là, le fait qu'il soit mort fait qu'ils se disent, on a même plus besoin de l'expliquer. On a réussi à passer outre. On a foutu un méchant comme ça. Il était super fort. Bon, il est mort. Bon, la scène où il meurt, elle est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup comment elle fonctionne avec le double discours où il se fait avoir parce que l'un pense qu'il pense ça et en fait, il se fait baiser par Ben Kenobi. Ça fonctionne vraiment bien. Mais ce personnage il est trop facile, quoi. En termes de scénario, il est trop facile. C'est une facilité de scénariste. C'est en mode, on va construire un mythe qui a pas de fondation et on va jamais s'aventurer à présenter quelque fondation que ce soit, quoi. Et ça, franchement, c'est vraiment dommageable parce que pour moi, c'est trop facile. C'est un manque de prise de risque. C'est cheap. Ouais, au final, ça fait cheap. C'est-à-dire que tu pourras pas retenir ce méchant-là. Il a rien. Tu peux rien savoir de lui. Comment il est devenu le master suprême du First Order, là, t'en sais rien.
Alors, ils vont pas faire un spin-off pour expliquer sa montée, ou ils vont te raconter ça dans 3 phrases dans l'épisode 9 quand ils auront une bonne idée. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage parce que c'était un personnage où il y avait moyen et de toute façon, ça rentre dans un des problèmes que j'ai avec le 7 et qui pour moi perdure directement avec le 8. Mais c'est le contexte de ce film. J'ai du mal, je comprends pas le contexte. Tu annules, tu éradiques l'épisode 6, la victoire contre l'Empire, à la fin de l'épisode 6, là, dans comment tu amorces cette saga. Tu es dans des pires conditions, tu as quasiment plus de rebelles, la République, elle s'est fait anéantir en 2 secondes, je comprends plus l'univers qu'on me présente, je comprends plus pourquoi les gens se battent. Je vois, la seule planète qu'on voit où il y a de la vie, c'est une planète où il y a des enfants esclaves, et le reste, c'est des mecs qui jouent au casino, qui sont très contents qu'il y ait la guerre, ou qu'il y ait l'Empire, ou qu'il y ait le First Order, tu comprends pas qui ça oppresse, tu comprends rien à la géopolitique du monde. Donc ils en racontent un peu plus grâce à cette planète, ça permet un peu d'en parler de l'univers des gens qui vivent dans Star Wars, mais tu ne vois pas de vie, tu vois pas la vie des villes, des planètes, tu sais pas comment c'est important, dans les premiers Star Wars, tu comprenais tu comprenais le monde qui entourait les héros, et c'était ça qui te faisait t'y attacher. Là, je ne comprends rien, quoi. Parce qu'il te montre rien et c'est hyper problématique et j'y arrive pas. Je vais passer outre pour apprécier le film, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de se dire bon, il y a le First Order qui est là, qui a plein de soldats, plein de vaisseaux, qui sont trop puissants et qui sont comme l'Empire à la fin du 6, quoi. Enfin, avant que le 6 finisse, quoi. Mais pourquoi ? Avec un Snoke qui est l'équivalent de l'Empereur, sorti de mon cul. Et on va jamais me l'expliquer. Voilà, donc ça c'est un défaut de toute façon qui était lié au 12, lié au 7, et j'y arrive pas à passer outre, mais voilà, donc ça m'a gâché le plaisir de base, mais bon bah voilà, on va passer outre, c'est la critique qui a été faite, avançons. Le gros point noir du film, c'est cette intrigue avec Finn et la demoiselle dont j'ai totalement zappé le nom, la sœur de la meuf qui meurt au début là, qui a le demi-croissant de lune. Qu'est-ce que ça sert à rien ? C'est grotesque, cette intrigue est grotesque, donc ils se barrent sur cette planète... Comme ça, ils ont une idée, parce qu'ils arrivent à comprendre comment on arrive à poursuivre un mec dans l'hyperspace. Je sais pas pourquoi, la meuf, c'est une meuf qui garde les navettes spatiales. Bon, elle en sait plus, elle est maline. Ok. Ils débarquent, ils font des péripéties dans ce casino qui est bon, c'est cool, tu vois de la vie, c'est intéressant. À la limite, ça m'a fait plaisir en termes de visuel, de ce que tu vois, c'est des séquences qui fonctionnent. T'es quelque part, voilà, là, je vais pas critiquer ce que j'ai. Bon, moi, tu vois un peu l'univers Star Wars, ça étendu, tu vois ce qui se passe dans les planètes autour. Mais. Cette séquence où il libère les bêtes, alors là t'es encore un délire pas vegan mais un peu animaliste, spéciste en mode les animaux c'est très bien, c'est des valeurs à transmettre, hein, le côté on fait pas de mal aux animaux, faut respecter les bêtes et tout ça, pourquoi pas, mais voilà c'est un peu niais, vous avez trouvé la manière un peu niaise, un peu mielleuse, un peu en mode voilà flower power, on balance des fleurs, enfin bon c'est très très bon enfant, ce délire-là. Bon, la séquence est horrible. Cette espèce de séquence où il chevauche les bêtes dans le casino. J'étais, mais what the fuck, quoi. Qu'est-ce que ça vient branler là, quoi. C'est naze. Oh là là, j'ai détesté. Avant ça, ils vont quand même en tôle. Alors, ils partent dans cette planète casino pour trouver un mec. Quand ils trouvent le mec, ils finissent en tôle. Et en tôle, ils trouvent un autre mec qui fait exactement comme le mec qu'ils cherchaient. Et c'est jamais dit qu'en fait, c'était peut-être lui, mais qu'il s'était fait voler sa broche. On sait rien. C'est coup de cul total. Ils trouvent le bon mec qui décide de les évader. Parce que tu sais pas pourquoi il s'est réveillé, il avait envie de s'évader. Et après, il vole un vaisseau, il part avec eux. Et au final, ils font tout un bazar, un plan qui ne sert à rien. Mais à rien. C'est-à-dire que tout leur plan tombe à la flotte à la fin. Ils se font capturer. Et ils finissent par ne pas mourir parce que finalement le plan des rebelles de base a tenu. Ils ont fait ce qu'ils avaient toujours prévu de faire sans que Finn fasse tout ça. Donc t'as perdu 45 minutes, voire 1 heure de film à suivre des gens qui n'ont servi à rien du tout. Et alors ça, on va en parler de cette histoire de meuf qui se sacrifie en hyperspace pour détruire le vaisseau. Mais pourquoi t'as attendu aussi longtemps ? Alors ça, c'est l'effet Pacific Rim. Vous savez, le côté pourquoi tu sors ton épée maintenant, connard ? Voilà, là, c'est pareil. Tu t'attendais à. De base, tu t'as dit, je vais me sacrifier. Bah, sacrifie-toi direct. Attends pas que tu aies 25 vaisseaux à l'île de ta flotte qui se fassent détruire pour décider de te retourner et de te sacrifier pour détruire le vaisseau adverse. Si tu peux le faire depuis le début. Mais d'ailleurs, faites ça depuis le début. Tu vois, depuis le début, faites ça. C'est étrange, comme ça m'énerve quand les scénaristes font ça. Quand d'un coup, tu regardes le film et tu te dis, mais ils sont cons, quoi. Pourquoi ils ont pas fait ça avant ? Et ça, c'est vraiment frustrant, quoi. C'est hyper frustrant de voir ça dans un film. Alors oui, ça fonctionne, donc ça sauve un peu la mise. Finn, machin, il se retrouve dans le garage où il y a le feu, il se bat contre Phasma et machin, et ça permet aux gens de s'évader, et Rey et Kylo Ren aussi. Enfin, c'est le bordel, voilà, super. Mais c'est naze.
En termes de dramaturgie, de manière dont c'est amené, c'est tout pourri. Alors il y a toute l'ambiguïté sur ce personnage que tu penses être méchante, la meuf qui a les cheveux violets là, au beau là, et en fait non, elle se sacrifie, en fait c'est une good guy. Mais juste si tu le fais, fais-le plus tôt. De faire ton hyperspace dans la gueule du vaisseau de Snook là, fais-le plus tôt, c'est ridicule d'attendre aussi longtemps quoi. Ça m'a vraiment énervé ça. Il y avait un autre truc que je voulais dire aussi qui m'a un peu déplu. Il faut que j'arrive à le retrouver là parce que je suis en mode perdu. Non, par contre il y a un truc qui m'a plu, pardon, c'est le délire bataille navale, mais vraiment en mode vous savez le film avec avec le mec qui joue dans Gladiator là, l'Australien. Bon j'ai oublié son nom, mais il est hyper connu. Bref, Master and Commander, c'est vraiment là, on est vraiment face à un délire en mode bateau quoi. Là, j'ai beaucoup aimé cette représentation des vaisseaux spatiaux, vraiment comme des vrais bateaux, des navires navals quoi. T'as ça, tu poursuis dans l'espace. Alors bon, c'est discutable, hein, tout le délire des vitesses les gros vaisseaux, ils n'arrivent pas à rattraper l'autre vaisseau, mais par contre les TIE Fighters ils peuvent y aller, mais ils sont plus protégés, donc. Ouais, bon, allez, on va dire que ça passe si on se pose pas trop de questions sur la cohérence du schmilblick. Après, en plus, on va parler du carburant. Ils ont plus de carburant, mais ils peuvent quand même s'envoyer en hyperspace. Alors, c'est 2 carburants différents, j'ai pas trop saisi le délire, mais pas grave, ça c'est vraiment de la pinaillage, je vais pas aller trop loin dans le délire. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette volonté d'assumer à mort le côté bataille navale quoi. Enfin, on est sur en fait les vaisseaux c'est des bateaux de l'espace, voilà, c'est assumé à 200%. Ça j'ai bien aimé, et c'est Russell Crowe l'Australien dont je voulais parler dans Gladiator, qui joue dans Master and Commander, qui m'a fait un peu penser à ça. J'ai bien aimé à la fin aussi le côté guerre des tranchées, mais c'est très très léger, avec caméra à l'épaule qui va dans les tranchées sur la planète, dans la mine là, de planète de sel. Voilà, ça c'est joli, mais c'est pas assumé assez le côté film de guerre. À un moment, je me suis dit, putain, on va se taper le gouffre de Helm, ça va être énorme, tu vois. Genre, gouffre de Helm, grosse bataille pendant encore 45 minutes. Pourquoi pas. Bon, ça tombe un peu comme un soufflet la fin en termes de bataille avec les espèces de trucs à mine qui font des. Le visuel est beau, la lumière rouge et la fumée rouge derrière, tout ça. Le visuel est intéressant, mais ça a pas trop de gueule de ce qui se passe là quand il va pour sacrifier Finn et que l'autre elle le sauve. Et ah non, mais faut se battre pour ce qu'on aime, pas pour ce qu'on n'aime pas. Enfin, bon, allez. Bon, c'est un peu de toute façon, ces deux personnages sont pathos, quoi. Voilà, ça, en fait, c'est que c'est pathos. Cette storyline avec Finn, elle est pathos à mort, et moi, j'ai pas du tout adhéré, parce qu'à côté, t'as Rey et Kylo qui sont bien plus intéressants. Alors voilà, les personnages, le méchant X, là, X, je sais pas, il est con comme un train de bite tout le film. Qu'est-ce qu'il est bête. Alors ça devient un peu usant à la fin, parce qu'il fait quand même plusieurs fois des boulettes qui lui coûtent vraiment cher. Donc la première fois, il discute avec Poe pendant 2 heures, il se fait avoir. Après, il dit non, on tire pas. Et au final, la meuf, elle attend de se retourner et faire l'hyperdrive dans la gueule. Et à la fin, pareil. Bon, tout ça se passe. Il y a des petites facilités un peu partout au niveau des gens qui arrivent à survivre. Genre, tu vois, Finn qui se retrouve devant tous les vaisseaux méchants, mais qui arrive quand même à rejoindre la base en ayant traîné la meuf tout le long. Un mec qui a décidé, tiens, on lui tire dessus à lui, il marche là, il est juste là, tirons-lui dessus. Bah non, il n'y a personne qui tire, tout le monde s'en fout. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui m'ont énervé. Rey, bon voilà, elle arrive à retourner dans le Faucon Millenium, on sait, elle vole la capsule de Snook, mais tout ça c'est un peu facile, mais après j'avais pas besoin qu'on me l'explique plus que ça. Mais je sens qu'il y a des trucs un peu fastoche. Il y a les dés de Han Solo. Alors, est-ce que les fans de Star Wars, je suis un fan de Star Wars, je les ai bouffés mais des milliers de fois. C'est quoi ces dés? C'est des dés qu'il a quelque part dans son vaisseau, dans le Faucon Millenium, mais j'ai l'impression qu'ils voulaient parler d'un objet symbolique, mais qu'ils en avaient pas. Ils n'ont pas trouvé qu'est-ce que ça aurait pu être cet objet qui symbolisait Anne. Donc ils ont essayé de trouver, vraiment en observant les films, les 3 premiers de très très près, de se dire hey, les dés, viens, on utilise les dés pour symboliser Han Solo et ça va parler aux fans. Ouais, bah moi excusez-moi, mais ça me parle pas du tout. Alors peut-être qu'en fait ils sont mythiques ces dés, moi j'avoue que aucune idée de où ils étaient. Voilà, alors la fin avec Luke est vraiment bien, ça j'ai beaucoup aimé. Ça fait écho au premier, au 4, et on se dit putain, il va faire la même coup, et oui, ça paraît ça coulerait sur le sens, et quand on a la petite pirouette de fin, que c'est un hologramme, c'est vraiment génial. Tu te fais avoir, ça fonctionne, ça raconte exactement ce que ça doit vouloir raconter, et après que Luke parte, bah voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, d'une certaine manière. Je trouve ça un peu, voilà, la toute fin avec le gamin qui raconte sa légende. Je suis pas fan de cette séquence de fin, je la trouve un peu trop, et je trouve qu'elle est pas forcément cohérente avec le discours de Luke aussi, parce que ce qu'il explique depuis le début du film, c'est après voilà, il en vient à changer d'esprit, c'est là où il évolue dans le film aussi. Oui, je réfléchis en même temps que je vous parle, hein, mais c'est voilà, bon bah fatalement il en vient à finir par idolâtrer Star Wars, alors que il était dans le doute depuis le début du film. Donc c'est intéressant. Il y a grosse séquence fanservice avec Yoda. Là franchement, c'est le moment du film où je me suis dit là les gars, vous êtes mignons, mais c'est trop là. Le fantôme de Yoda en mode animatronics de
des années 80 qui revient bien pour nous brosser dans le sens du poil, en mode regardez, c'est pas le Yoda de l'attaque des clones. Non, c'est le vrai Yoda. C'est le vrai Yoda que vous avez aimé enfant. Regardez comme on l'a fait pareil. Il parle pareil, c'est le même. Ouais, bah la scène est naze. Enfin, je sais pas. Ouais, moi franchement j'ai soufflé, j'étais comme ça. Les gars, on est dans un film là, arrêtez de nous balancer des trucs qu'on veut, enfin des trucs juste pour nous faire, voilà, pour nous faire kiffer. Enfin non, pour attiser le fan qui est en nous là. C'est un peu trop, c'est trop les gars. Voilà, le Yoda, j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de le voir débarquer en fantôme. En plus, j'ai du mal avec les mecs qui reviennent en fantôme pour faire des discours. À un moment, t'as envie de dire, mais vous branlez quoi quand vous êtes mort, bordel? Vous êtes mort à un moment, vous êtes jamais mort. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien aux règles des morts des Jedi. C'est perturbant. Bon, il revenait aussi dans les anciennes trilogies, donc c'est pas incohérent avec ça, mais personnellement, ça devient nébuleux tout ça. Ça devient nébuleux. Bon, voilà, je vais finir par conclure. Je pense que j'ai fait le tour. Bah, j'en sors mitigé. Je trouve que cette trilogie est très belle, on va dire, plastiquement, dans la volonté de faire des belles scènes d'action, voilà, les combats au sabre, ça a vraiment de la gueule. Rey et Kylo Ren, la séquence est vraiment géniale. La force, tout le rapport à la force est très intéressant, le moment où elle explique, elle voit entre les choses, la balance. C'est quelque chose qui est évoqué depuis le début de la saga, mais qui a jamais été vraiment, sur lequel on s'est jamais centralisé. C'est l'équilibre en fait, que s'il y a trop de Jedi, bah c'est un déséquilibre dans un sens, et donc l'équilibre c'est ça, c'est qu'il y ait autant de Jedi que d'autres, et donc quand Anakin est celui qui doit apporter la balance à la force, c'est ce qu'il fait, parce qu'il finit par avoir autant de Jedi que de Sith. Il y a Anakin, il y a l'Empereur, il y a Ben Kenobi et Roi Luke. Il y a 2 et 2, alors qu'avant il y avait tous les Jedi d'un côté et très très peu de Sith. Donc l'équilibre en fait c'était ça. Et donc ça, je trouve cette notion-là est intéressante. Mais donc il y a des bonnes choses, c'est très très bien fait, mais trop de rien au milieu, la fine, tout ça, c'est gros gâchis. Et contexte difficile à avaler, là ça va, je vais passer à autre chose. Ils posent tellement un postulat à la fin de ce film en mode voilà ce que ça va être, enfin voilà où on en est, que bon voilà, je vais passer outre ma critique du contexte que j'arrive pas à saisir. Je vais finir par accepter ce qu'on m'a présenté à la fin de ce film, au moins je sais où on en est, voilà, j'attends de voir ce qu'il me propose pour la suite. Je vais finir par lui donner la note de 3,5 masques sur 5. J'ai pris mon pied, j'ai kiffé devant Star Wars. Il y a un énorme ventre mou qui est colossal. La fin est moins intéressante que... C'est pas genre une fin en trompette comme pourrait l'être. Voilà, le retour du Jedi, il y a 3 batailles dans tous les sens, c'est gargantuesque. Non, il se passe des choses, c'est plus dans l'intime, dans la relation des personnages. Et ça m'a plu fondamentalement, mais ça aurait pu être plus jouissif. Mais après, voilà, c'est l'intérêt de l'épisode central. Il est là pour vraiment aller en profondeur des personnages et de poser des bases. Et honnêtement, il a réussi à le faire, mais trop de gâchis au milieu, quoi. Le film, tu t'enlèves 45 minutes chiantes, ça te fait un super film de 2 heures, mais il est trop long et ça, c'est vraiment préjudiciable. Écoutez, c'est tout pour cette critique. Voilà, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On va se retrouver très vite pour d'autres vidéos. Et d'ici là, bonne toile!